I love Brive-la-Gaillarde, j'aime Brive-la-Gaillarde, vous allez aimer Brive-la-Gaillarde les amis. On est ravis de vous accueillir ici en plein cœur de la Corrèze. Alors vous avez vu cette tour, on est redescendu, on est ici. Certains l'appellent un phare. Elle a une forme de phare, effectivement. Elle a été construite avec de la pierre compactée, du sable compacté, tout simplement parce qu'il y a encore quelques milliers d'années, à 5-6 km d'ici, il y avait la mer. Alors on a déjà joué avec les mots à Brive-la-Gaillarde à l'époque de la construction de ce qui a servi de pompe à eau, tout simplement pour aller chercher l'eau, pour alimenter les habitants de Brive-la-Gaillarde. Même les architectes ont été choisis par rapport à leur nom. Limousin, Corrèze et Sauvage. Regardez cette tour. Limousin comme la région, Corrèze comme le département et Sauvage comme parfois la campagne corrézienne comme elle peut l'être. Voilà, elle va nous servir de gardien, de gardienne tout au long de cette émission. On va jouer bien sûr avec vous 05 55 04 33 33. On vous offre des cadeaux. Le premier d'entre eux, Corrèze près Bordeaux. C'est le livre de Florian Arfeuillère. Regardez, qui raconte l'histoire des pionniers du négoce de vin. Ils sont arrivés des hauts plateaux limousins pour rejoindre Bordeaux pour vendre. Merci Nadia. Vous pouvez regarder Nadia, c'est l'assistante. Vous allez la voir souvent pendant cette émission. Et puis vous allez pouvoir aussi gagner ce livre-là signé Louis-Olivier Vité. Il sera notre invité, comme Florian d'ailleurs, La Dame des Hauts-de-Vigne. Une histoire de secret, Limousin, Dordogne, Semelle. Il adore les histoires comme ça, Louis-Olivier. Il est là pour vous en raconter de belles. Nadia, c'est pas pour toi. Si tu veux jouer, il faut faire 05 55 04 33 33. Et puis ce très beau livre, Les sites remarquables du Limousin. C'est un tome 3 consacré à la Corrèze chez les Ardents Éditeurs. Les Ardents Éditeurs qui fêtent leurs 10 ans. Et Jean-Marc Ferrer, qui est à l'initiative de cette maison d'édition, sera bien sûr notre invité pour vous raconter cette aventure absolument incroyable. Nadia, tu veux le troisième? Allez, c'est le troisième. À tout à l'heure, Nadia. On va essayer de comprendre la ville de Brive-la-Gaillarde, de s'amuser avec la ville de Brive-la-Gaillarde. Jean-Michel Valade, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous rencontrer parce qu'on m'a dit, Jean-Michel, c'est tout. Mais tout sur Brive-la-Gaillarde. Ce serait peut-être un peu excessif. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Alors moi, à chaque fois que je passe par Brive-la-Gaillarde, je me dis, pourquoi Gaillarde? Effectivement, Brive s'appelle Brive-la-Gaillarde depuis officiellement 1929, même si dès le XIVe siècle, il y avait déjà dans certains textes des références à ce terme-là. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Gaillarde n'a pas une connotation liée à quelques grivoiseries. Un peu costaud comme ça. Non, c'est plutôt lié à une notion militaire, en ce sens où au XIVe siècle, lorsqu'il y avait une enceinte, des murailles, la ville de Brive, enfermée derrière ces murailles, a su se protéger de ses donc lié au ennemis. militaire, voilà, alors. donc c'est un terme militaire. Alors on découvre quelques images de Brive-la-Gaillarde. On va marcher sur cette belle place qui va accueillir dans quelques minutes les auteurs, les visiteurs à l'occasion de cette foire. Il y a des hôtels particuliers très beaux à Brive-la-Gaillarde. Ça montre la richesse de cette ville. Tout à fait, notamment sur le plan de la Renaissance avec l'hôtel La Binche, qui est devenu depuis quelques années musée, on en parlera tout à l'heure, national, La Binche, bien sûr. donc avec une fort belle architecture. Il y a aussi d'autres monuments qui sont dignes d'intérêt, notamment le collège doctrinaire qui date du XVIIIe siècle et qui est aujourd'hui, et depuis quelques années, le siège de l'hôtel de ville. Exactement. Alors si Brive s'est développé, c'est parce qu'on est ici, comment dire, au carrefour, et ça tombe bien, des trois provinces. Carrefour des trois provinces, il y a un espace qui s'appelle d'ailleurs l'espace des trois provinces. Alors quelles sont ces trois provinces? De par la situation géographique de Brive, eh bien, Brive a été un carrefour dès l'époque gallo-romaine, même Déjà. un peu auparavant. Donc, elle était à l'intersection de deux voies, donc un axe nord-sud et est-ouest. Et donc, ces trois provinces, quelles sont le Limousin, bien évidemment, mais davantage, peut-être, c'est moins connu, le Périgord, qui est devenu la Dordogne. À l'ouest de Brive. À la Révolution. Et puis, au sud de Brive, le Quercy, qui est devenu toujours à la Révolution, le département du Lot. Et Brive a une orientation géographique qui est tournée, et plein d'éléments permettent de le dire, qui est tournée vers le Midi aquitain. Le Midi aquitain, si on prend ne serait-ce que cet exemple-là, si on prend celui de l'ère d'influence de Brive,
sur le plan donc, de la géographie, eh bien, elle est tournée véritablement vers le sud. Vers le sud. Vers le sud, ouais. Il y a un élément qui a permis le développement de la ville de Brive, c'est l'arrivée du train. Il faut préciser que Brive n'est pas le chef-lieu du département de la Corrèze. C'est Tulle, bien sûr. On va reparler de cette rivalité. Mais enfin, l'arrivée du train à Brive et non à Tulle a permis le développement de cette ville. Oui, ça a été un fait déterminant. Ouais. Déterminant en 1860, lorsque le train arrive en Corrèze, il arrive non pas, comme vous le rappeliez très justement, au chef-lieu du département, à Tulle, mais à Brive. Et là, c'est quelque chose qui va être déterminant pour l'évolution démographique et l'évolution urbaine de la Corrèze, parce que Brive va profiter du train pour réorganiser son économie et va devenir en 1896, après la crise du phylloxéra, une économie agricole tournée vers la production de fruits et de légumes primeurs, va devenir en 1896 la première ville de son département, et elle est toujours. Et c'est rien. Alors, Brive, on le voit bien, vous nous en parlez. Regardez, c'est en plein cœur de la Corrèze, en plein cœur du Limousin. Vous l'avez rappelé, il y a l'Aquitaine d'un côté avec le Périgord, le Quercy au sud, le Limousin au nord. Et pas très très loin d'ici, finalement, en direction de Tulle, le Massif central. C'est la ville qui nous accueille pendant 1 heure, avec une certaine rivalité entre Brive et Tulle. Il faut le dire. Ah, la rivalité, elle est plus qu'ancestrale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça ne s'est pas toujours très très bien passé. Et à la Révolution, lorsqu'il y a eu la création des départements en 1790, Brive n'a pas obtenu le chef-lieu qui est allé à Tulle de par sa position centrale. Et elle a nourri quelques amertumes qui font qu'aujourd'hui, même si ça s'est un petit peu apaisé, ça existe encore. Les relations sont toujours un petit peu difficiles par moment. Quand même, Jean-Michel, entre Tulle et Brive, c'est qu'on mange bien. On est au carrefour, vous l'avez dit, de plusieurs provinces. Il y a une tradition de foire ici. Et bientôt commenceront les fameuses foires grasses. Foires grasses. Effectivement, là aussi, les foires grasses, c'est quelque chose qui est fort ancien, qui date, les premières foires datent du Moyen-Âge, et les foires grasses sont un temps important sur le plan de la gastronomie. Ah oui, ça marque l'agenda de Brive. Voilà, donc la première va, autant que je me souvienne, ça va être samedi en 8. Exactement. Hein, et la plus importante, c'est toujours la foire des rois. Au mois de janvier. La plus prestigieuse, au mois de janvier, donc le 7 janvier, 6 ou 7 janvier. Canard gras, et on pense à tous les producteurs. Et j'adore ça, le cou farci. C'est excellent. Ah, c'est excellent. Ah, ça, et le magret séché aussi. C'est bon ça, le magret séché, non hein, vous êtes ou le magret séché avec du foie gras à l'intérieur. C'est mieux. Ou le magret séché avec du foie gras à l'intérieur et de la truffe à l'intérieur du foie gras. C'est pas mal ça. Quelle heure il est? Je regarde sur la pendule du théâtre et... Il est 10h50, il est 9h55. Ouais, bon, quoi, non, qu'est-ce que je raconte? Il est 10h moins 5. 10h moins 5, merci Thierry de nous montrer l'heure. C'est l'heure d'un casse-croûte, à la Gaillarde, évidemment. Je voudrais qu'on parle de votre revue, parce que vous mettez dans cette revue Lémosie à l'honneur le patrimoine naturel bâti de cette région. Oui, c'est une revue qui vous tient à cœur. Et c'est également aussi une revue qui est une revue franco-limousine, donc avec des articles en français bien évidemment, mais aussi en occitan. Et notamment, cette revue a été restructurée à la disparition de son directeur, donc l'an dernier, en 2016. Et parmi les derniers articles du dernier numéro, il y a quelque chose sur la vallée de Planche-Torte qui est à Brive, qui a la particularité dans cette ville de 48 000 habitants. Donc c'est un espace rural protégé, et donc j'ai essayé de recueillir la mémoire, pour en terminer, la mémoire des anciens habitants, donc la mémoire de la vallée de Planche-Torte. Dans la revue Limousin. Vous serez bien sûr en dédicace avec vos ouvrages pendant la foire du livre de Brive. Si on peut voir cette affiche de cette année, vous allez la croiser partout, puisque la région Nouvelle-Aquitaine est partenaire, comme France 3 Nouvelle-Aquitaine bien évidemment. Vous serez là pour rencontrer vos lecteurs, et puis vous viendrez nous voir sur le plateau, à l'abri de la pluie, sur le plateau de 9h50 le matin, pour nous parler de l'histoire du Limousin qui vous passionne bien évidemment. Oh, il y a un autre élément qui est lié à Brive. On a parlé à peu près de tout, sauf du rugby. C'est lié. Alors je vais aller rejoindre, je vous confie cette revue. Merci beaucoup Jean-Michel. À très bientôt sur le plateau. Suivez-moi. Oui, le rugby fait partie de Brive. On pense rugby, on réfléchit rugby, on joue rugby, évidemment. Et c'est le président du CA Brive qui va tout vous expliquer sur un club qui est
centenaire, plus que centenaire. Jean-Pierre Bourlateau, bonjour. Bonjour, simplement une précision, je suis que le directeur général. Directeur général du CA Brive, directeur général. Mais c'est déjà pas mal et vous connaissez bien l'histoire de ce club centenaire en tant que directeur général, Jean-Pierre. C'est une histoire qui commence en 1910. Oui, effectivement, c'est une histoire qui commence en 1910 avec la fusion de deux clubs sportifs brivistes. C'est un club qui a toujours été dans l'élite, qui a disputé de nombreuses finales, que ce soit en du manoir ou en championnat de France. La dernière en 1996 contre le Stade Toulousain. Le CAB est devenu en 1992 le CABC suite à l'engagement du département. Oui. Et c'est un club qui a toujours perduré dans l'élite. En 1996, comme je vous le disais, il a disputé une finale du championnat de France. Avec l'arrivée du rugby professionnel en 1995, le CAB est devenu une structure professionnelle en 1998. Mais entre-temps, a disputé une finale de Coupe d'Europe. Ça a marqué les esprits, a gagné, hein. Et ça a marqué le monde du rugby. Quand on atteint les sommets européens, évidemment. Comment vous expliquez que sur cette terre corrézienne, le rugby se soit implanté et fasse partie dorénavant de l'ADN des brivistes? Ici, on pense rugby en permanence. On est fier de son club. Bon, parfois, le club agace aussi les brivistes, il faut bien le dire. C'est souvent quand il perd que ça agace les supporters. Mais il y a cette fidélité. Il y a une fidélité parce que le club est un vecteur économique et un vecteur de communication. Et nous avons plus de 500 partenaires. Et nous avons des entreprises, des chefs d'entreprise qui se réunissent régulièrement les jours de match ou dans d'autres réunions organisées par le club pour échanger et optimiser leurs relations commerciales. Il y a un vrai impact économique du rugby en Corrèze et évidemment sur le bassin de Brive-la-Gaillarde. Il y a des noms prestigieux qui sont liés à ce club. Moi, quand j'étais gamin, j'entendais parler de Villepreux et puis ensuite j'ai entendu parler de Domenech. C'est des noms qui sont intimement liés à l'histoire du club. Patrick Sébastien ensuite, mais tant d'autres aussi. Il y a comme ça des liens. Des marqueurs dans l'histoire du club. Oui, effectivement, vous parlez d'Amédée Domenech, la pelouse. C'était 55-65 à peu près. C'est ça, la pelouse porte le nom d'Amédée Domenech au stadium. Mais effectivement, il y a eu de nombreux joueurs très connus, dont Pierre Villepreux, mais on ne peut pas tous les... Pierre Villepreux, c'est en 65 qu'il a quitté le club pour aller à Toulouse. Pour aller jouer chez les voisins. À Toulouse, chez les voisins. Ça a grincé un peu. Où il a été, lui, champion de France, alors que Brive n'a pas pu arriver à être champion de France. Mais nous avons de nombreux autres joueurs qui sont passés par la formation du CAB. Le CAB est un club formateur. C'est ça. Et on a aussi des joueurs qui font les beaux jours de l'équipe de France. On ne va pas tous les citer parce qu'ils sont trop nombreux. Mais le dernier, qui est un pur produit de la formation briviste, Fabien Sanconi, aujourd'hui reconvoqué en équipe de France. L'équipe de France. Vous en discutez avec les brivistes en tant que directeur général du CA Brive. Vous discutez de ce club, de l'histoire de club. Ils sont curieux de cette histoire-là aussi, ou ils sont dans l'instantané, genre c'est le match du week-end qui compte et puis l'histoire finalement elle se construit match après match. Nos supporters et tous les brivistes connaissent très très bien l'histoire du club. Puis comme on le disait tout à l'heure, ce qui a marqué le rugby briviste, c'est la Coupe d'Europe. Et encore, ils nous en parlent souvent. On a fêté il n'y a pas très longtemps les 20 ans. Effectivement, nos supporters sont aussi dans l'instant. Parce que c'est important les jours de match et quand on gagne c'est beaucoup plus facile. Brive se transforme en un immense terrain de jeu et de fête pour le coup. Ouais, et nous avons connu des hauts et des bas, mais chaque fois le club a su rebondir et depuis 2013, grâce à l'implication de tous, que ce soit des collectivités, des partenaires, des supporters, nous perdurons en top 14 et nous faisons honneur à ce championnat de l'élite. Donc je dirais, le CAB est un peu le poumon de la ville de Brive. En toute modestie.
En toute modestie. Évidemment, en toute modestie. On vous souhaite une belle saison, en tout cas. Et puis, c'est l'histoire du... Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose pour nos partenaires, supporters et pour aussi les joueurs. Nous avons un projet qui va se faire en 2 phases. Une première phase, c'est l'amélioration et l'aménagement d'un centre de performance pour permettre à nos joueurs de travailler dans de meilleures conditions. Et dans un deuxième temps, la construction d'une 4e tribune afin d'accueillir plus de monde et aussi de recevoir nos partenaires supporters dans de meilleures conditions et aussi générer des ressources nouvelles. Et bien sûr, parce qu'un club sportif, c'est aussi de l'économie. Ça en redistribue, mais forcément, ça fonctionne aussi avec de l'argent. C'est ça aussi le sport dorénavant. Bravo, en tout cas, pour cette belle histoire. On va suivre, en tout cas avec France 3, on est très fidèles, donc on vous suit très fidèlement et ça va pas s'arrêter là. Vous connaissez le musée Labinche? Je connais le musée Labinche. Oui. Bon, on va en parler pour tous ceux qui ne connaissent pas. Merci beaucoup et à très bientôt. Parce que c'est un musée majeur, c'est un musée important, un musée qu'il vous faut visiter si vous venez ici à Brive. On va en parler avec Françoise Ogaudy. Bonjour Françoise. Bonjour. On est ici devant le théâtre de Brive, c'est l'un des monuments phares évidemment de cette ville. Il est très beau. Il en est un autre, Monsieur Valane nous le disait tout à l'heure, c'est le musée Labinche. Alors, on va le visiter avec vous, mais auparavant, il faut comprendre ce qu'est ce patrimoine bâti riche, parfois un peu surprenant, et puis surtout qui nous invite à la curiosité. En tout cas, avec ces arcades, c'est un petit peu ça. Quelle est l'histoire de ce bâtiment? Alors, l'histoire de ce bâtiment, pour faire très simple, c'est un bâtiment qui date essentiellement de la Renaissance, qui a été construit par, et à la demande plutôt, de Jean de Calvimont, qui était l'huissier et le garde des Sceaux de François Ier. Donc on est dans les années 1540-1560. Donc, un esprit Renaissance. Un esprit totalement Renaissance, complètement, bien sûr, avec du grès rouge qui vient de Collonges-la-Rouge. Donc on est vraiment sur un bâtiment fait dans le territoire de Brive et de ses environs. Alors on voit les images extérieures de ce musée et puis on a envie de pénétrer à l'intérieur. Et là aussi, on est surpris par la richesse des collections du musée Labinche. Oui. Grande richesse, en effet. Donc c'est un musée qui parle de l'histoire de Brive. Donc on passe de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge pour arriver à la moitié XXe siècle. Avec des objets très riches, avec évidemment des objets phares, comme le piano qui a appartenu à Debussy, qui fait partie qui fait partie du patrimoine du musée. Et c'est particulièrement important puisque l'an prochain, je vous rappelle qu'on va fêter le centenaire de la disparition de Debussy. Donc du coup, ce piano va être mis en valeur. Prévues, bien sûr, des concerts de grande qualité. Et puis les tapisseries de Mortlec. Alors, on les a vues, on va les revoir. Ouais. Bon, si je parle de trésor du musée Labinche, si je dis que c'est le diamant du musée, les superlatifs ne sont pas assez grands. C'est bien. Franchement, quand on voit les tapisseries, là, on s'aperçoit que c'est pas ringard, la tapisserie. C'est extrêmement contemporain. C'est d'une beauté qui nous met à genoux parce que ces tapisseries-là, elles sont uniques. Tout à fait. Ouais, c'est un ensemble tout à fait unique de 10 tapisseries de Mortlec. Pour la petite histoire, donc Mortlec, c'est une manufacture anglaise, 17e siècle. Donc on est sur des tapisseries tout à fait originales qui ont comme caractéristique de représenter des scènes de la mythologie essentiellement, des scènes là aussi. C'est assez traditionnel sur les représentations des tapisseries. Ça reste traditionnel, tout à fait. Mais la facture est très très belle. La facture est très particulière et encore une fois, 10 tapisseries qui ornent des pièces majestueuses du musée et qui sont pour nous des lieux de prédilection et pour le public aussi. Alors quand on parle de musée, ne me dites pas que vous n'avez jamais pensé ça, je ne vous croirais pas. On se dit, oh là là, les musées. Quand on a des enfants, on se dit, oh, comment je peux les amener au musée? Eh bien vous savez quoi? À Brive, il y a la solution. Le musée devient un lieu de vie. De quelle manière? Alors, lieu de vie, c'est très important. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore, pour certains, l'idée que c'est un lieu, un temple austère de la culture, quelque chose d'un peu élitiste. Et toutes les richesses qu'on peut avoir dans un musée, elles sont intéressantes que si les gens viennent la voir. Bien sûr. Donc, on travaille dans ce sens-là. Donc, ça passe par différentes choses. Ça passe par des expositions temporaires qui peuvent remporter un succès important. C'était le cas cet été sur une exposition Marc Petit, par exemple. Ah oui, Marc Petit. On va en parler tout à l'heure parce que les ardents éditeurs Jean-Marc Ferrer va probablement en parler. Un ouvrage remarquable. On a reçu d'ailleurs sur le plateau Marc Petit. On va se diriger vers Jean-Marc Ferrer. Alors, il y a ça, ces mises en place de manifestations.
Vous mettez en place aussi, et ça me surprend, des moments de détente, de bien-être au cœur du musée. On peut faire du yoga au musée. C'est quoi cette histoire? On peut faire du yoga au musée, on peut faire de la danse contemporaine au musée, on peut faire des visites gustatives, déguster du vin au musée. Alors l'idée là aussi, même chose, c'est de briser la glace. Un musée, ça doit vivre. C'est de changer les habitudes, c'est ça. Voilà. C'est de se dire, voilà, moi je suis directrice du pôle art et patrimoine. Ouais. Ok, on parle des arts, ok, on parle du patrimoine, mais si on le découvre autrement, quoi. Exactement, et ça fonctionne. On a un franc succès sur ces opérations-là, c'est-à-dire que le yoga offre, par exemple, pour ne prendre que le yoga, un moment de méditation qui est propice après à l'histoire de l'art. Parce que, comment vous expliquez ça? Quand on est dans un musée, on est autrement, on pense autrement, on se positionne autrement, on est à l'abri des rumeurs de la ville, c'est ça l'idée? C'est exactement ça. Parce que quand on parle encore une fois yoga, danse contemporaine, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas animateur. C'est-à-dire qu'on pratique le yoga, mais avec l'idée derrière d'avoir de l'histoire de l'art. Donc on a une historienne de l'art qui intervient sur ces temps-là, une fois que les gens sont relaxés, on va dire. Alors une fois qu'ils sont relaxés, ils peuvent rentrer à la maison et proposer à leurs enfants sereinement de revenir au musée faire un Cluedo. Par exemple. Alors ça c'est une nouveauté de la semaine prochaine. En effet, la grande question, qui a tué la directrice du musée? Je ne sais pas. Non, mais personne ne le sait pour l'instant. Ah bon? Donc il y a 30 participants qui vont essayer de retrouver dans le musée. C'est terrifiant comme question. Non, c'est intéressant. Je ne joue pas ce rôle-là, exceptionnellement. Ah bon? Je l'ai cédé à quelqu'un d'autre. Mais là aussi, même idée. C'est-à-dire que les gens vont rentrer dans les salles du musée, vont visiter les collections et sur un thème très ludique. J'espère qu'on aura beaucoup de succès. On est ici à l'occasion de la foire du livre de Brive. J'ai discuté avec quelques commerçants. On parlait tout à l'heure de l'impact économique du rugby sur une ville comme Brive. J'ai discuté avec quelques commerçants qui me disent bah oui, bien sûr, il y a un impact économique de la foire du livre. Est-ce que culturellement, vous en profitez aussi pour faire découvrir à quelques éditeurs, quelques auteurs, la spécificité de Brive-la-Gaillarde, sa richesse patrimoniale? Bien sûr, c'est obligatoire. C'est obligatoire et ça va être d'autant plus le cas quand le temps est comme aujourd'hui très incertain. Je vous avoue qu'on a beaucoup plus de monde sur le musée quand on a la chance d'avoir une météo défavorable. Donc pour nous, c'est un gros week-end avec évidemment des guides conférenciers qui sont présents sur place pour accueillir les publics, pour accueillir les auteurs. Il y a un trait d'union entre la foire du livre et la culture et le patrimoine à Brive-la-Gaillarde. Avec un impact. Certains auteurs viennent parce que certains vont passer 2 jours et demi derrière leur table à dédicacer, à vous rencontrer. Certains reviennent pour passer des week-ends à Brive parce qu'ils ont eu des fidèles, ils ont été piqués. Oui, on a des fidèles. On ne va pas les citer. Je suis pas sûre qu'ils aient envie d'être cités. Non, on va pas le faire ça. Non. Mais on a des gens comme Émilie Nothomb qui viennent régulièrement. On a d'autres auteurs qui sont adeptes alors de telle ou telle partie du musée. On a des gens qui sont sur les arts et traditions populaires, d'autres qui sont sur la partie sciences naturelles, mais qui reviennent très régulièrement nous voir. Oui, donc les auteurs viennent et aiment Brive et comme on les comprend. Merci beaucoup d'avoir été notre guide ce matin pour le musée La Binche. Si vous passez par Brive, vous savez où vous mettre à l'abri s'il fait le temps d'aujourd'hui. Et quand il fait beau, il fait frais dans les musées, donc ça marche aussi quand il fait très beau. Exactement. Merci beaucoup et à très bientôt. On parlait de Jean-Marc Ferrer, ça tombe très bien, je vais le rejoindre. Jean-Marc Ferrer, c'est pas un garçon comme les autres, il a des très belles idées. Et quand je vous dis des très belles idées, il en a une particulièrement, c'était il y a 10 ans. C'était de créer une maison d'édition. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Christophe. Comment ça va? Bah écoutez, très bien. Un bel anniversaire. Ah ouais, bel anniversaire, 10 ans. Parce que si vous lisez des livres chez vous, un livre n'existe que parce qu'il y a des éditeurs. Vous connaissez forcément les grandes maisons d'édition nationales. Jean-Marc a eu l'idée de créer une maison d'édition en Limousin. Une maison qui s'appelle les Ardents Éditeurs. Comment est née cette idée, Jean-Marc, il y a 10 ans, de se lancer dans une aventure que d'aucuns qualifieraient d'un peu hasardeuse? Très hasardeuse, puisque le caractère ardent venait d'abord de mon tempérament. Je viens du monde de l'enseignement, quelqu'un de passionné, un chercheur, historien de formation, et puis l'envie de passer à la production, au livre, en fait parce que je trouvais que ma région, à l'époque le Limousin, était en déficit par rapport à la qualité des ouvrages qu'on pouvait faire des sujets également historiques. Il y avait de très belles maisons d'édition, mais surtout essentiellement en littérature. Il y en avait déjà en Aquitaine, ça existait en Aquitaine, en Poitou-Charentes, en Charente-Maritime essentiellement. En Limousin, ça manquait un peu. Voilà, ça manquait un peu. Il y a 10 ans, vous étiez pionnier?
Je pense, non, j'étais pas pionnier. Il y a de très belles maisons, celle de Lucien Sounier en particulier. Mais sur les beaux livres, ce qu'on appelle mais sur les effectivement beaux livres. le beau livre, vous avez été voilà, le premier tout à fait, à faire des beaux livres dans une maison d'édition régionale. Quand vous avez dit aux auteurs, moi ça y est, je vais faire de l'édition, quelle a été leur réaction ? Écoutez, on a été agréablement surpris. Beaucoup d'auteurs sont venus vers nous avec des très beaux sujets immédiatement. Et effectivement, on a fait par exemple l'une des toutes premières histoires de Brive en bilingue avec Jean-Michel Valade par exemple. Et voilà, donc ça a été le lancement, Les Arbres Remarquables du Limousin, qui a été l'un de nos plus grands succès. Magnifique. Voilà. Alors, et puis on continue sur cette lancée. On va bien sûr détailler quelques-uns des ouvrages que vous éditez. Mais je voudrais qu'on parle de la foire du livre de Brive. Parce que ça fait 10 ans que vous êtes fidèle à Brive. On a des images qui nous montrent que les lecteurs se pressent dans les allées. Là, ce matin, c'est réservé aux scolaires. Cet après-midi, ça y est, à la débauche, les gens vont commencer à venir rencontrer leurs auteurs favoris. Demain, ça va être la foule. Dimanche, pleine foule. Comment vous pourriez définir cette foire qui ne ressemble à aucun autre salon ? Alors paradoxalement, et c'est ça qui est intéressant avec Brive, c'est qu'elle a gardé le sens, le mot de foire. Alors généralement ça fait un foire. Peu fourre-tout. Alors qu'en fait la qualité du lectorat de Brive est tout à fait pertinent. C'est un public qui est extrêmement curieux, qui n'a pas d'a priori sur le monde de l'édition, qui est capable d'aller acheter un roman de chez telle ou telle maison d'édition nationale avec un prix littéraire, mais en même temps il ne néglige pas l'édition en région. Et ça c'est vraiment la qualité vraiment de la foire de Brive, qui est cette qualité des auteurs. Il y a évidemment cette qualité des auteurs, il y a la qualité aussi des maisons d'édition, et puis il y a les ouvrages que l'on peut découvrir, parce que certains viennent en sachant ce qu'ils veulent acheter, on est d'accord, et d'autres vont découvrir. Alors c'est le cas par exemple dans votre maison d'édition. Bon, ça va de la bande dessinée au fantastique, en passant par les beaux livres. Celui-ci, vous pouvez le gagner, vous le savez, en téléphonant au 05 55 04 33 33. Comment, par exemple, naît l'idée de faire une série sur les sites remarquables du Limousin ? Alors, ça vient du ministère de l'Environnement, de l'Adréal, qui est venu nous solliciter quand ils ont connu nos beaux livres, et surtout après avoir réalisé Les Arbres Remarquables. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse chacun des départements. Et là, on est extrêmement fiers parce que c'est le volume numéro 3 après la Creuse et la Haute-Vienne. Avec des idées de balades, des chemins de rando. Exactement, vous avez tout. Ça, c'est la bonne idée. Hein. Les sites, vous les retrouvez avec la carte pour pouvoir les retrouver ensuite sur place avec des randonnées. On a accueilli sur le plateau de 9h50 le matin un artiste qui, moi, m'a bouleversé. Au départ, je vais avouer que j'étais un peu imperméable à son œuvre. Et puis, je l'ai rencontré, j'ai compris son œuvre. Et quand j'ai vu ce livre-là, j'ai compris l'homme aussi. C'est Marc Petit. C'est un privilège en tant qu'éditeur de pouvoir éditer un livre sur un artiste mondialement connu. Oui, tout à fait, qui est considéré désormais comme l'un des plus grands sculpteurs de notre temps. Et ça a été tout à fait pertinent lorsque Marc Petit est venu nous voir pour avoir le premier ouvrage en fait dans sa production faite par une maison d'édition. La première fois que j'ai reçu le grimoire pourpre, je me suis dit, là, il y a une belle idée. En plus, il y avait une planche sur une équipe de France 3, donc ça nous a rendus très fiers, je m'en souviens très bien. Là, regardez, on est sur un tout autre style. C'est un peu ça, la richesse des ardents éditeurs. Oui. Vous êtes un privilégié, vous vous baladez. Exactement, vraiment, c'est des métiers de passion et c'est des métiers de rencontre. Donc là, ici, Michael, qui travaille le manga à la française, part toujours même d'une notion qui est très chère aux ardents éditeurs depuis 10 ans, c'est celle du patrimoine. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avec Michael, on découvre Michael Bettinelli, on retrouve des histoires ici corréziennes. Jean-Marc, il y a aussi un aspect polar, un peu plus polar aussi de temps en temps chez les Ardents, avec Vialard Fanny Z. Je l'ai lu, j'ai adoré. Voilà, encore une fois, le grand écart, la bande dessinée, les beaux livres et le polar. Exactement. Et puis pour nous, c'est une auteure qu'on édite pour la première fois. On aime bien découvrir des auteurs. Elle est corrézienne et c'est se passe entre la Corrèze et le Proche-Orient, l'histoire d'une journaliste, mais j'en dirai pas plus, qui nous plonge dans l'histoire. Voilà, un univers tout à fait particulier. Et puis je le disais, alors ça, évidemment, si je vous montre tous ces livres-là, c'est parce que les auteurs seront présents pendant ce week-end à la foire du livre de Brive aux côtés de Jean-Marc. Et c'est pour vous montrer la richesse d'une maison d'édition de chez nous. Elles sont nombreuses en Nouvelle-Aquitaine, mais leur travail est remarquable. Et vous avez un regard sur le livre. Par exemple, ce dossard de légende. Oui.
à Collonges-la-Rouge, hein, et la plupart des Collonges-la-Rouge, bien sûr. C'est une histoire incroyable, un jeune BDiste qui est passé nous voir et qui nous dit voilà, j'ai un projet sur le sport et sur le cyclisme, univers que je ne connais absolument pas. Et Laurent David nous avait proposé un projet qui s'appelait Un espoir en jeune, qui a eu un grand succès à Brive l'année dernière. Et c'est déjà la suite de l'histoire d'un jeune homme confronté au problème du dopage, au problème du sport de haut niveau. Et c'est une BD à la fois jeunesse, adulte, avec des vraies valeurs. Et ça se passe tout au long du Tour du Limousin, donc avec l'identité de la région fortement marquée. Voilà, c'est les Ardents Éditeurs, c'est Jean-Marc Ferrer qui a du goût, du bon goût. Et puis si vous croisez un livre édité par cette maison d'édition, prenez le temps de le feuilleter. Vous allez voir, c'est souvent très agréable au toucher, c'est très agréable au regard. Vous faites un travail remarquable. Vous aviez donc toute votre place dans cette émission. On vous souhaite une bonne foire. Merci Christophe. Il ne faut surtout pas dire salon, il paraît que c'est un gros mot ici. Exactement. Foire, voilà, c'est bien. Voilà. Avec ce côté festif. Exactement. Merci beaucoup Jean-Marc. On se reparle tout de suite après l'émission. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. On est en direct, on accompagne votre matinée sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et on est à Brive-la-Gaillarde. Regardez où se situe Brive-la-Gaillarde. À l'ouest, il y a l'Aquitaine. L'Aquitaine, à l'est, il y a le Massif central. Au sud, le Quercy, pas très loin Cahors. Et puis au sud, la Haute-Vienne. C'est Brive qui nous accueille pendant une heure. À quelle occasion? À l'occasion, on vient d'en parler, de la foire du livre de Brive, tout au loin là-bas. Regarde Thierry, il y a marqué entrée, c'est les Halles Georges Brassens. Si bien chanté évidemment par Georges Brassens. Le marché de Brive-la-Gaillarde, il n'a jamais mis les pieds ici. Mais c'est pas grave, c'est là où se déroule pendant 3 jours la foire du livre de Brive. Et parmi les fidèles de fidèles, il y a Louis-Olivier Vité. Bonjour Christophe. Comme je suis content. Ça va Christophe. Ça va. Je suis content de te retrouver. On va se dire tu parce qu'on va pas tricher, ça sert à rien. On se connaît. Mais on se connaît, on va pas. Ça va tricher. Ah là, j'étais en train de lire un livre sympa. Non, tu l'as trouvé. Oui, je l'ai eu en exclusivité. Il en reste encore. Il en reste. Oui, ils n'ont pas tous été vendus. Non. Ça doit être au moins la 20e édition, la réédition. Oui. En 6 mois, alors, 20 rééditions. La Dame des Hautes Vignes, signée la Dame des Vignes Hautes. Ouais. C'est signé Louis-Olivier Vité. Comment vous dire? À chaque fois, je lui fais le coup, mais dans les veines de cet homme-là coule la Dordogne. Ah, et ma rivière préférée. Alors la Dordogne, c'est plus qu'une rivière, c'est un fleuve en fait. D'abord, il est plus long ouais. Oui, je suis désolé pour nos amis toulousains, mais ma Dordogne est plus longue que leur fleuve à eux. Je ne vais pas le citer parce que j'ai un mauvais fond, vous savez. Quand même. Ah là, la Garonne. Mais alors, oui, on est quand même un petit peu tiré vers le midi. Allez, on y va. La Dordogne, c'est un véritable amour. Louis-Olivier, tu connais par cœur les secrets de la Dordogne, les secrets du Limousin. Ça nourrit même, finalement, tes ouvrages, ça nourrit ta littérature, ça nourrit tes mots. Parce que tu aimes, et ça on le découvre dans La Dame des Vignes Hautes, tu aimes les territoires et tu aimes les gens. Alors, aimer les gens, c'est quelque chose de très important quand on écrit, parce que l'écriture, c'est du partage. C'est-à-dire que si je te donne mon livre, je vais partager avec toi, je vais partager une émotion, partager des envies, l'envie de te faire découvrir quelque chose, l'envie... Quand tu écris, tu penses déjà à ça? Je ne pense qu'à ça, je pense au lecteur, oui. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que le lecteur va tourner la page avec moi? Pourquoi il va avoir envie d'aller un petit peu plus loin? Et alors, ce qui me plaît quand on a lu un de mes livres, c'est de me dire... Je l'ai pris à 6h du soir, je l'ai lâché à 4h du matin. Et ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps. Et ça, moi, ça m'est arrivé. Alors, je peux te dire, ça m'est arrivé avec celui-ci. Je m'y suis mis un dimanche après-midi. Il faisait à peu près ce temps-là. C'était mon premier feu de cheminée de la saison. Et je me suis dit, tiens, si je lisais le dernier Vité. Et j'ai commencé à lire cette histoire de Johanna. Alors, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Les hommes sont partis au front. Certains ne sont pas revenus. Et puis, on a parfois été obligé de vendre les terres des fermes. Parce qu'il fallait bien manger, il fallait bien vivre. Et puis de temps en temps, il y a des hommes qui passent dans les villages et là, ça perturbe Johanna. Il en est un en tout cas qui la perturbe beaucoup. Alors Johanna, elle vit... Je vais décrire, j'ai le temps de décrire un petit peu. Bien sûr. On est sur les hauteurs de la vallée de la Dordogne, dans une vieille ferme qui est tellement vieille et branlante de partout que la cheminée est tombée. Ouais. Et pour pas être enfumé, toute la journée on vit avec la porte ouverte. Sinon, le feu de cheminée qui sert à faire la cuisine, etc., ça met de la fumée partout. Et j'ai connu cette ferme, elle existe. Et dans cette ferme, il y a 2 vieux qui sont là, qui sont les parents de Pierre, qui est prisonnier en Allemagne. Et Johanna, c'est
Bru. Alors quand on est Bru dans une... Son fiancé est en Allemagne. Oui, son mari. Elle l'oublie un petit peu. Alors, quand on est Bru, c'est pas facile parce qu'on a un statut de pas chez soi. C'est une pièce rapportée. C'est une pièce rapportée. On dit ça en Charente. Voilà. Quand on est gendre, c'est pareil, c'est pas mieux. Et alors, elle attend, tous les hommes rentrent de captivité, mais le sien ne rentre pas. Et elle est toute seule avec ses 2 vieillards dans cette petite ferme perdue sur les hauteurs. Et elle est jeune, elle est belle, elle a une quarantaine d'années, elle a envie d'être une femme, de vivre. Elle a envie que la vie continue, puis la guerre est terminée. Mais c'est fini. Et elle voudrait profiter du bonheur, de la musique. Et elle n'a pas le droit, puisqu'elle est toujours... Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette attente? Il faut trouver des projets. Eh bien, elle va replanter une vigne qui est toute abandonnée pour faire sa vigne à elle. Et puis, elle va attendre son chéri, son amoureux, qui va rentrer. Tous les hommes rentrent, sauf lui. Et puis, il rentre tellement pas qu'il va falloir qu'elle aille chercher des bras au village. C'est ça. Et là, elle va tomber sur un personnage très étrange. Qui va un peu perturber sa vie et sa vision des choses. Et, voilà, et là, d'un seul coup, le souvenir de Pierre s'estompe un peu. Elle a du mal à le revoir. Un petit peu remplacé par cet homme-là qui a un bras pour travailler ses vignes. Parce qu'il faut bien préciser que sur ce territoire-là, de la Dordogne, du Limousin du Sud, c'était une région très viticole avant le phylloxéra, encore plus, mais très viticole. On a vendu des terres, mais les terres, c'est la richesse pour une famille de campagnards et de paysans. C'était la richesse. Et avoir une vigne, c'était une très grande richesse. Très grande. Et dans ce sud Limousin, ça tu l'as bien dit Christophe, il n'y a pas une cave sans des tonneaux. Jamais. Voilà, tout le monde a ça. Et on faisait en particulier le vin dit de paille, alors on n'a plus le droit de le consommer avec modération. Un jour, je suis allé à Collonges-la-Rouge et il y avait un vieux papy qui faisait 3 bouteilles de vin à boire avec modération. Et il m'a dit viens mon gars, je vais te faire goûter mon vin qui dessoule. J'adore cette expression du vin qui dessoule. C'est ça, oui. Et c'est ça l'esprit en fait de ce territoire-là. Tu aimes les territoires, tu aimes les personnages féminins aussi. Alors j'adore écrire sur les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Ma première héroïne, la servante, c'était en 2001, Quitterie. C'était une femme et elle m'a porté bonheur. Ce roman était un succès phénoménal et ça m'a permis d'écrire encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Et j'aime une tendresse particulière pour les femmes qui ont des secrets, qui ont des non-dits. Parce que tu aurais pu écrire sur des héroïnes assez classiques finalement. Non, ça suffit pas chez Louis-Olivier Vuittet. T'aimes bien les femmes un peu perturbées par la vie, par les choses qui vont moins bien. Et par des secrets quand même. Il y a une chanson qui résume ça, c'est d'ailleurs la seule chanson que Brassens n'a pas écrite mais qu'il a chantée, Les Passantes. Et il y a tout ce mystère de la femme dans cette chanson de Brassens. Tu saurais la chanter ? Il pleut déjà là. Non, on va s'abstenir. Non, je la connais pas. Mais voilà, cette chanson correspond un petit peu. Tu l'as échappé belle. Hein. Oui, je l'ai échappé belle. Et alors cette chanson, correspond à ça. Et c'est vrai que quand on regarde une femme, alors on peut se dire « Ah, elle est jolie, elle est bien maquillée, etc. » Non. On peut se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce regard, qu'est-ce qu'il y a derrière ce personnage. Est-ce que c'est quelqu'un qui a souffert, est-ce que c'est quelqu'un qui est heureux, est-ce que c'est quelqu'un Mais cette beauté-là, elle n'est pas physique. Cette beauté-là, elle est tout simplement humaine. Et la beauté humaine. C'est le cas de Johanna. Ça s'appelle La Dame des Vignes Hautes. C'est chez Calman Lévy. C'est signé Louis-Olivier Vuittet. Et bien sûr, Louis-Olivier est là jusqu'à dimanche soir pour dédicacer cet ouvrage. Tu viens de parler des femmes de très jolie manière, vraiment. Il en est beaucoup, de nombreuses qui ont marqué l'histoire de la Corrèze. Alors je te propose d'en parler parce que ces femmes-là, il faut leur rendre hommage. Il y a Coco Chanel, il y a Simone de Beauvoir. On va en parler avec Marion Jourdana. Marion, rejoignez-nous. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes guide conférencière. Vous avez entendu parler, Louis-Olivier, des femmes. Il en a parlé de jolie manière. Hein. Tout à fait. Alors si on a voulu vous recevoir, c'est parce que on se dit que il faut que l'on mette à l'honneur les femmes qui ont marqué l'histoire de la Corrèze. On va commencer par Coco Chanel. Oui. Coco Chanel, Louis-Olivier, tu restes avec nous. Écoute bien cette histoire, mais ça tu le sais, a un lien avec la Corrèze. C'est lequel ? Alors, Coco Chanel n'est pas née en Corrèze, elle est née à Saumur. Mais elle a vécu toute son adolescence à Aubazine, pas très loin d'ici. Alors voilà, Aubazine, justement. L'abbaye d'Aubazine, dont on va découvrir des images. C'est absolument superbe ce lieu-là. Oui.
tout à fait. Quel est le lien entre Aubazine et Coco Chanel? Eh bien, toute jeune, à 12 ans, elle a été abandonnée par son père. Sa mère était décédée à ce moment-là. Et donc, il les a laissées, elle et ses 2 sœurs, à Aubazine, aux mains des sœurs qui s'occupaient de l'abbaye, donc qui avait un orphelinat, tout simplement. Et donc, c'est là qu'elle a vécu toute son adolescence, de 12 ans jusqu'à sa majorité, parce que elle n'avait pas d'autre endroit où aller, tout bêtement. C'est assez méconnu, ça, voilà. Olivier, hein. Et oui, oui. Et c'est dans les combles d'Aubazine qu'elle Oui. s'est révélée. C'est cette tristesse, cette souffrance, et bien ça la nourrit, Coco Chanel, ensuite. Ça a nourri sa créativité. Ça a tellement nourri sa créativité qu'il faut qu'on parle des vitraux et de la chasse Tout à fait. d'Aubazine. Oui. Parce que les vitraux et la chasse ont inspiré ce qui est devenu le sigle de Coco Chanel. C'est ça. Mais en fait, toute Aubazine a inspiré Coco Chanel. Vous avez effectivement les vitraux avec tous ces entrelacs qui ont formé les double C de Coco Chanel. Encore des créations actuelles s'inspirent des vitraux d'Aubazine. Et vous avez effectivement même tout bêtement l'architecture d'Aubazine, pas son austérité, mais son côté cistercien. On pourrait dire que Coco Chanel est cistercienne. Et ça s'est vu dans ses vêtements. Tout à fait. Des vêtements très sobres, oui. Des vêtements qui rendaient la femme élégante, mais sans extravagance. Voilà. Et vous pensez que ça vient de son passage à Aubazine? Tout à fait. Quand vous regardez les couleurs qu'elle utilise, c'est du noir, c'est du blanc, c'est du beige. C'est génial. Donc, Coco Chanel a marqué l'histoire de la Corrèze et inversement, la Corrèze a bien sûr infusé le talent et le savoir-faire de Coco Chanel. Il est une histoire qui a marqué la Corrèze aussi, c'est celle de Marie Lafarge. Oui. Marie Lafarge était une jeune intellectuelle parisienne au départ et elle s'est mariée à un Corrézien. Charles Lafarge, donc c'était elle Marie Capelle de son nom de jeune fille, et Charles Lafarge possédait des forges au Glandier, un peu plus au nord vers Uzerche, et elle a été très déçue par son arrivée en Corrèze. Écoute bien, Olivier, c'est une histoire de roman, ça. C'est une histoire de roman, je te le dis. Et en fait, il repartait sur Paris. Elle voulait repartir, elle voulait s'en aller, elle voulait quitter ce ménage où elle n'était pas heureuse. Finalement, elle a essayé de relancer aussi cette histoire de couple en faisant des gâteaux pour son mari qu'elle a envoyé à Paris avec du lait non écrémé à l'époque. Ouais, bien sûr. Il se trouve qu'il est tombé malade et qu'elle a été accusée d'empoisonnement. Voilà. C'était une histoire judiciaire qui a marqué l'histoire de Brive, un peu comme Marie Bénard à Loudun. Eh bien, la Marie Bénard de Brive s'appelle Marie Lafarge. Alors, quand on parle de littérature, quand on parle de femmes auteurs, je ne sais pas d'ailleurs si on doit dire auteur avec un E, écrivain ou écrivaine, il y a un énorme débat. J'entendais Bernard Pivot sur France Inter récemment. Il n'aime pas trop qu'on féminise tout ça. Je ne sais pas s'il a tort ou s'il a raison. T'en penses quoi, toi ? Moi, j'aime bien quand on invente des choses. Je suis un grand fan de San Antonio, par exemple. Et Frédéric Dard invente des mots, il invente des manières de parler, il refait la conjugaison. Et pourquoi pas faire évoluer notre langue ? Écrivaine, alors. Écrivaine. Quand on lit des textes de la Renaissance ou du Moyen-Âge, la langue, elle a évolué. C'est vrai, elle évolue tout le temps. Pourquoi elle ne l'évoluerait pas aujourd'hui avec une féminisation des choses ? Pourquoi ? Moi, ça me gêne pas. En plus, quand on parle de féminisation et qu'on parle de Simone de Beauvoir, ça va bien. Voilà. Simone de Beauvoir et la Corrèze, Marion. Simone de Beauvoir, elle, a passé ses vacances jusqu'à sa 21 ans, un mois tous les ans à Uzerche, à côté d'Uzerche. Oui. Et ça l'a aussi énormément marqué. C'est clairement là, en Corrèze, où elle a décidé qu'elle vivrait une vie hors du commun. En faisant ses promenades dans les campagnes corréziennes. Et c'est là qu'elle a décidé d'être écrivain, ou écrivaine, du coup. La Corrèze inspire Simone de Beauvoir. Vous apprenez ça, moi aussi. J'ai une pensée pour Barbara, qui s'est réfugiée pendant la guerre aussi. En Corrèze, aussi, du côté d'Argentat, si ma mémoire est bonne. Et puis, Depardieu chante Barbara en ce moment à Paris. Si vous y passez, vous allez forcément vous régaler. Simone de Beauvoir a donc décidé d'avoir une vie hors du commun ici en Corrèze. Il en est une autre qui a eu une vie hors du commun. Oh que oui, c'est Colette. Ah bah. Oui. Colette, c'est Curmonte, mais c'est aussi Varèse. Tout à fait, c'est Varèse. C'est quand même là où elle a vécu 12 ans, si je ne me trompe pas, avec son deuxième mari, car elle en a eu 3. Elle en a eu 3. Elle a une vie un petit peu singulière. Singulière, un petit peu hors norme pour l'époque, même pour aujourd'hui. Ouais. Donc c'est aussi là qu'elle a donné naissance à son unique enfant, Belgazou, Colette de son prénom. Il l'a tellement inspiré.
Et donc effectivement, elle a vécu au château de Castelnovel à Varèse, à 5 minutes de Brive. Ouais. Donc, Magnifique lieu. Un magnifique lieu. Et c'est la Corrèze était un endroit qu'elle a beaucoup aimé parce que c'est simple. Et où elle a eu faim. Elle a eu faim. Elle a eu faim. Au point d'aller chipper des échalotes pour se nourrir. Elle adorait ça aussi. Elle adorait ça. Elle aimait beaucoup ça. Et les fameuses, j'en profite, les échalotes de Curmonte, formidables. Curmonte, c'est l'un des plus beaux villages de France, tout à côté de Brive, avec Turenne et Collonges-la-Rouge, si vous passez par le département de la Corrèze. Colette est devenue baronne aussi. Elle a été baronne. Oui. Mais il faut dire que le Limousin l'a inspirée aussi parce qu'elle a séjourné longtemps ici. Elle aimait cette région. Elle aimait cette région, même si de temps en temps elle y a vécu des moments un peu tristes. Pas forcément facile, mais elle l'aimait par sa simplicité, c'est ça, pour sa bonne chair, etc. C'est quelque chose qui lui a rappelé un petit peu sa Bourgogne natale finalement. Et c'est vrai que c'est là où elle a vécu quand même de jolis moments dans sa vie, ou des moments tristes aussi. Important pour sa vie. Important aussi dans son écriture, bien évidemment. Et bien voilà, on en sait plus sur les femmes de la Corrèze. On aurait pu aussi penser à Bernadette Chirac qui, à sa manière, a marqué la Corrèze et marque encore la Corrèze puisqu'elle est corrézienne avec Jacques Chirac. Et là aussi, ce sont des personnages qui marquent l'histoire de ce département. Merci beaucoup à tous les deux. Très belle foire du livre. Ah, ça va être bien. C'est 3 jours de partage. J'insiste sur le mot. Partage. Écrire, c'est partager. Et venez partager les émotions des auteurs et des auteurs heureux pendant 3 jours à Brive. Prenez votre parapluie, c'est la seule chose. Ouais, pour l'extérieur. Je vous laisse discuter tous les deux. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Et moi, j'ai une belle histoire. À propos des chalottes, à propos de quelques bottes d'oignons, comme ça, Brassens aurait dû refaire la chanson grâce à toi, lui, Olivier. Marion, réécrivez la chanson. Je vais vous raconter une belle histoire avec Florian Arfeyer. Bonjour Florian. Bonjour Christophe. Alors là voilà une histoire incroyable que Florian a écrite. Bon, c'est une histoire qui peut déranger. Moi, c'est une histoire qui me passionne. Ça s'appelle Corrèze près Bordeaux. C'est l'histoire des pionniers du négoce du vin qui sont originaires de Mémac. Mémac, c'est une ville sur le plateau de Millevaches. On est en Corrèze. C'est un très joli village. Je disais qu'il y avait de la vigne partout. Il y en avait évidemment à Mémac. Quel est le lien entre les Limousins et les Bordelais avec comme trait d'union le vin? Alors, en fait, c'est effectivement une très très belle histoire qui porte encore les traces à Mémac. Alors, un petit peu au travers des vignes, parce que les vignes, effectivement, ont été replantées assez récemment, mais surtout au travers des belles maisons qui embellissent Mémac et qui sont en fait ce trait d'union entre Mémac et Bordeaux. Alors, pourquoi ce trait d'union? Parce qu'en fait, ce sont des familles corréziennes qui sont parties vendre du vin dans le nord de la France et en Belgique. Donc, ça se passe, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Elles ont réussi au-delà de toute attente et elles ont pu faire fortune et petit à petit racheter des maisons de négoce et des propriétés dans le Bordelais. Florian, ils n'ont pas été persona grata quand ils sont arrivés à Bordeaux. On va se parler honnêtement, c'est ce que vous racontez aussi dans ce livre-là. C'était pas facile pour les Limousins d'arriver à Bordeaux en disant « on va vendre votre vin aux Belges ». Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une petite histoire assez amusante qui est que pourquoi Mémac pas à Bordeaux? Parce qu'en fait, les Corréziens se disaient qu'ils venaient de Bordeaux. Alors Mémac, ça sonne un petit peu comme Pauillac, donc c'est des sonorités, ça passe bien. Ils avaient des origines modestes et rurales, donc ils pouvaient se faire passer facilement pour des vignerons. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que le vin qu'ils vendaient était bon. C'était de très habiles commerçants, et c'est pour ça que cette histoire a perduré bien au-delà de cette première histoire qui est un peu amusante. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'ils ont fait du très très bon travail et qu'ils ont pu se développer dans de grandes maisons bordelaises. Moi j'ai adoré votre livre parce qu'on plonge dans un univers où encore une fois l'humain est au centre de tout, avec parfois les choses positives, moins positives, quelques conflits bien évidemment, mais on comprend bien qu'il y a eu là une histoire entre deux régions et finalement c'était presque précurseur de ce que l'on voit aujourd'hui avec notre grande région. On fait des traits d'union partout aujourd'hui, c'était déjà ça. Alors en fait, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement au départ c'est l'histoire d'une contrainte, puisqu'en fait c'est une vie rurale compliquée, il n'y a pas forcément à manger ou du travail pour tout le monde, et les Corréziens, et je pense que les Corréziens peuvent vraiment être fiers, tous les Corréziens peuvent être fiers de cette histoire, parce qu'ils sont pas apitoyés
s'apitoyer sur leur sort, mais au contraire, ils ont été chercher des solutions. Alors, ils ont suivi, vous parlez de Trait d'Union, ils ont suivi en fait les cours de la Dordogne, qui descend naturellement, alors en gabar ou à pied, descend naturellement vers la région bordelaise et pour faire des petits boulots et puis avoir des contacts dans le marché. Il y avait déjà du commerce grâce à cette artère, évidemment. Exactement. Les Corésiens se sont installés à Bordeaux. Aujourd'hui, il reste des Corésiens originaires de Meymac près Bordeaux, pour faire plaisir aux habitants de Meymac. Mais les Corésiens qui sont installés à Bordeaux sont devenus plus bordelais que les Bordelais ou restent encore un peu dans l'esprit limousin? En fait, c'est très intéressant comme question, parce qu'en fait, il y a beaucoup de familles d'abord qui sont présentes aujourd'hui, qui sont le témoignage de cette histoire. Alors, je ne sais pas si les gens le savent, mais par exemple, des maisons très prestigieuses comme Pétrus, qui appartiennent à la famille Mouex, qui est de Ligignac en Corrèze. Donc ça, c'est un premier exemple, mais il y en a plein. On dit qu'à peu près 25% du pomerol aujourd'hui est produit par des familles d'origine corésienne. Donc c'est tout à fait considérable. Et vous avez beaucoup de familles aujourd'hui qui ont gardé des contacts très importants avec la Corrèze. Vous avez la famille Janouex, par exemple, qui a des contacts qui revient très très régulièrement. Et bien d'autres familles. Ça met un peu les points sur les i et les barres sur les t. Hein. C'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez osé aller dédicacer votre livre à Bordeaux? Ou pas encore? Non, il n'y a aucun problème avec Bordeaux. Effectivement, c'est prévu. J'y serai d'ailleurs le 1er décembre chez Cultura à Mérignac. Voilà. Et donc il y a d'autres dates qui sont prévues. Et j'ai plusieurs dates également, évidemment en Corrèze et en région parisienne. C'est une très belle histoire. Les pionniers du négoce de vin originaire de Meymac en Corrèze, donc Meymac près Bordeaux. Et Florian sera bien sûr présent tout au long du week-end pour dédicacer cet ouvrage à ceux qui viendront le voir. Vous allez être passionnés par cette histoire-là. Merci beaucoup et puis bonne foire. Je vais demander à tous nos invités de bien vouloir nous rejoindre et puis annoncer le nom du gagnant. Tiens, viens avec moi Nadia, comme ça tu vas pouvoir montrer les livres gagnés par Serge qui habite Castillon-la-Bataille. Oh, voilà, la fin de la guerre de 100 ans, Castillon-la-Bataille. Là aussi, des belles histoires à raconter. Rapprochez-vous de moi. C'est à côté de Libourne. Eh bien, Serge gagne La Dame des Vignes Hautes, signé Louis-Olivier Vité. Tu pourras mettre un petit mot, Louis-Olivier? Oui, tu veux bien? Oui, il a dit oui, il a déjà son stylo. Et puis, Florian, un petit mot aussi pour Serge. Avec plaisir. Avec Corrèze près Meymac, cette histoire de négociant de vin. Florian vient de vous en parler. Il est présent jusqu'à dimanche soir, ici, à Brive. On a aussi parlé dans cette émission des Ardents éditeurs, maison d'édition remarquable. Eh bien, Serge gagne les sites remarquables du Limousin. C'est un volume numéro 3 consacré à la Corrèze. C'est pour Serge, c'est cadeau. Merci d'avoir joué avec nous. C'était chouette de partager une heure d'antenne avec vous. On a parlé littérature, on a parlé découverte de Brive. Il se passe énormément de choses ici tout au long du week-end. Ça démarre ce matin, la foire du livre de Brive. Ça dure jusqu'à dimanche soir. Que vous soyez bande dessinée, roman, polar, fiction, essai, il y en aura pour tous les goûts. Et bien sûr, c'est une foire à suivre sur nos antennes. Alors sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Mais si vous êtes curieux, allez donc vous brancher sur France 3 Limousin et vous en saurez beaucoup plus sur cette foire. C'est un temps à lire, c'est un temps à visiter des musées, c'est un temps à vous faire plaisir. Les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a parlé de rugby. Eh bien, ça va sûrement porter chance au CAB cette émission. Salut les amis, bonne fin de journée sur France 3 dans quelques